Julie Corteville, qui va nous donner un point de vue sociologique et d'artiste sur la photographie. Écrire avec la lumière, la photographie comme vision du monde. Il y a là, en effet, de l'étymologie cryptée. Alors, je vais essayer d'ouvrir. Document, collection interne. Sur la lumière. Je vais lancer le diapo. Juste le titre. Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Ce ne sera en tout cas pas un propos d'artiste, mais plutôt de conservatrice de musée. Et d'ailleurs, cette intervention, je tiens à le souligner d'emblée, est avant tout une intervention de praticienne, plus qu'une intervention théorique, sur les questions que l'on peut se poser quand on dirige un musée de la photo et qu'on est censé justement se poser un certain nombre de questions sur ce qu'est ce médium, la photographie, dans un contexte particulier où les frontières sont de plus en plus poreuses, et c'est une chance, quelque part, entre les différents courants de la photographie. On parle de photographie plasticienne, scientifique, vernaculaire, documentaire. En fait, la jeune histoire de la photo, parce que c'est une histoire très récente, un siècle et demi, la jeune histoire de la photo s'est construite, s'est érigée autour de ces dénominations qui étaient des catégories, mais qui étaient aussi des assignations avec des hiérarchies de valeurs et des jugements d'autorité artistique, scientifique. Voilà, sachant que les critères de reconnaissance des arts et des sciences n'étaient pas très compatibles. Donc la photographie, lorsqu'elle est apparue, lorsqu'elle a été inventée au milieu du XIXe siècle, a été considérée avant tout comme une technique, comme une nouvelle technique produite par la science, mais pour être mise au service d'une science toute puissante. Elle n'était qu'un outil. Un outil au service des sciences dures, mais aussi un outil au service des sciences humaines. Et il faudra attendre quand même de nombreuses années avant qu'elle acquiert un statut d'art légitime. Voilà, donc je trouve que c'est assez intéressant par rapport à la discussion qu'on a aujourd'hui entre art et science, avec évidemment la question de la lumière, qui est au cœur de la photographie. Moi, il me semble que ces différentes légitimités concédées par des catégories d'acteurs, dont chacune a ses propres grilles de lecture, on l'a vu ce matin, on l'a entendu dans la bouche de nos collègues scientifiques, eh bien, ces grilles de lecture se retrouvent aujourd'hui dans une mouvance et une perméabilité plus grande. Et je crois qu'on peut à nouveau s'en réjouir. On comprendra où je veux en venir. Des premières classifications dont j'ai parlé tout à l'heure, qui étaient assez rigides et qui en fait permettaient de construire un nouveau champ de connaissances qui était l'image, la photo, aux évolutions techniques extrêmement rapides qu'elle a connues, parce qu'on parle du numérique aujourd'hui comme une révolution sans une en termes, à mon avis, de diffusion, de transmission. La photo n'a cessé d'évoluer et très vite, toujours très vite, depuis son invention. Donc je me méfie toujours des fausses révolutions. En tous les cas, pour ce qui concerne le régime de l'image, vous savez qu'il y a des débats à savoir si une image numérique est encore une photo ou pas. Nous, au musée, on considère que ce qui modifie, ce qui bouleverse surtout le statut, le régime de l'image, c'est davantage sa diffusion que
que la définition première de la photo ou de l'image. Voilà, donc j'ai fait une petite digression, mais ces évolutions techniques ont toujours été extrêmement rapides dans la photo. Et si on est à un carrefour aujourd'hui, comme je viens de le préciser, je pense que les conditions sont réunies, et c'est à nouveau toujours la même bonne nouvelle, les conditions sont réunies peut-être pour envisager de enfin considérer qu'une photo scientifique puisse faire œuvre. Et on en verra dans les exemples que j'ai apportés. Je pense notamment aux herbiers de Gaffier ou aux hystériques de Charcot. Ou alors qu'un dispositif scientifique pointu puisse à son tour contribuer à élaborer une œuvre, comme on le verra avec par exemple les photos d'Yves Trémorin au microscope électronique ou de Patrick Bailly-Maître-Grand. Voilà, donc l'inventaire scientifique du monde, de la botanique à l'archéologie, de l'astronomie à la médecine, a été vraiment une des premières missions de la photographie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, elle est revisitée, c'est le sens de mon propos, elle est revisitée comme un héritage de l'humanité, non pas seulement comme un témoignage, un inventaire, mais également comme un point de vue sensible et un point de vue artistique, alors qu'à l'origine, ces images n'étaient qu'un outil de connaissance, un agencement assez rigide pour mettre le monde en boîte. Au XIXe siècle, avec l'apparition de la photo, on est dans ce fantasme de documentation exhaustive, intégrale, de nos faits et gestes, de nos productions, des productions humaines. Et là encore, le parallèle avec aujourd'hui est assez intéressant, parce qu'on est déjà dans ce fantasme en 1844. Mais que dire aujourd'hui avec le numérique, les caméras embarquées, où on est dans une image qui n'est pas seulement la mémoire du monde, mais qui livre une réalité en train de se faire. Voilà, toujours pour relativiser dans l'histoire des notions qu'on pense nouvelles et qui sont pas toujours si nouvelles que ça. Donc en bref, ce que je veux dire, c'est que la densité historique que prend aujourd'hui la photographie, et qui est sans doute effectivement accélérée par la disparition de l'argentique et l'explosion du numérique, eh bien, permettent de reposer les frontières et les contours du champ photographique et de sa définition. Certains évoquent même une ère de post-photographie. Et donc, tous ces changements permettent de re-questionner effectivement les statuts et les catégories dont je parlais en introduction, ouvrant ainsi, de mon point de vue, un espace inédit, nouveau, de dialogue et de confrontation entre photo et science. Cette profondeur historique aujourd'hui de la photo, elle permet à la fois le dépassement des codes académiques, mais elle permet aussi de réfléchir à toute une série de paradoxes dont je vais parler rapidement, évidemment, parce que j'ai peu de temps. Mais on est d'un côté dans une accélération technologique et en même temps, on voit les artistes, les photographes revenir aux méthodes primitives de la photo, réinterroger le daguerreotype, réinterroger vraiment les premières méthodes de captation du réel. Donc c'est assez intéressant ce paradoxe dans cette modernité, cette innovation. Et puis, ce qui n'est pas forcément un repli, mais qui est une réinterrogation des premières méthodes. Donc c'est un des paradoxes que je vois aujourd'hui dans la photo. Autre paradoxe, alors qu'on est dans une maîtrise technique absolue avec le numérique, c'est quasiment impossible de rater une image. Et qu'être photographe avant, c'était maîtriser la technique. Être photographe, c'était avant tout maîtriser la lumière, maîtriser la technique. Donc, au moment où tout le monde peut maîtriser la technique, qu'est-ce qu'être photographe ?
Et ce n'est pas un hasard, à mon avis, si aujourd'hui des photographes célèbres reviennent au sténopé, prendre une boîte de conserve pour en faire un outil de prise de vue en le perçant d'un petit trou, ou font des photos avec leur téléphone portable, ou font des photos avec des appareils jetables. Voilà. Donc on a là, dans les pratiques distinctives, ça bouge, et c'est un peu comme les plaques tectoniques. Quand tout le monde sait faire de la photo, se distinguer, c'est sans doute être plus dans le processus, dans la démarche intellectuelle, que dans la maîtrise technique. Et c'est un petit peu ce qu'on observe aujourd'hui dans la photographie. Autre paradoxe, c'est qu'on a presque l'impression que la démarche ou le processus de pensée, de construction théorique, est plus important, et là on rejoint l'art contemporain, que le résultat lui-même. Enfin, peut-être autre paradoxe, je pense qu'on est précisément dans une émancipation de toutes les structures qui permettaient d'acter le fait qu'on était dans l'art ou pas, l'institution, le musée, la galerie, la publication. Aujourd'hui, cette contradiction, cette recherche de contradiction dans ce qui fait œuvre ou de sanctions positives ou critiques, elle est beaucoup plus ouverte. Elle est beaucoup plus ouverte puisqu'elle peut circuler très librement sur les réseaux. Voilà, donc tout un tas de paradoxes qui ne sont pas inintéressants à questionner et qui contribuent en tous les cas à redéfinir les contours de la photographie et de l'image. Alors je vais quand même revenir au sujet du jour. La photographie, bon, je parle sous le contrôle de mon collègue. Photographie, comme son nom l'indique, c'est littéralement une écriture de la lumière. Donc la photographie, c'est vraiment une des filles de la révolution industrielle, dont elle sera à la fois le meilleur vecteur de promotion de toutes les inventions et de toutes les innovations, un témoin privilégié du progrès dans tous ces domaines de développement et de conquête. Et la photo deviendra à son tour un marché de production, un marché économique majeur, et elle le restera très longtemps. Michel Friseau, qui est auteur de la nouvelle histoire de la photographie, rappelle à l'envi et non sans provocation que la photographie, finalement, ce n'est qu'un système d'enregistrement du phénomène lumineux. La photo telle que l'a inventée Daguerre ne serait alors que la rencontre de l'optique, des lois de l'optique, mais qui existent depuis déjà très longtemps, on l'a vu ce matin depuis l'Antiquité, voire avant, et de la chimie, qui, elles, permettent de produire et de fixer l'image. Donc cette alchimie qui est au XIXe extrêmement complexe, rappelons-le, va vraiment prendre le monde, va vraiment prendre la société par surprise et bouleverser complètement nos représentations. C'est une évidence pour tout le monde aujourd'hui, je crois, mais c'est toujours bon de le rappeler. C'est toujours bon de le rappeler parce que cette évidence-là, il y a des évidences qu'on oublie souvent. Roland Barthes, dans La Chambre claire, nous dit qu'avant la photographie, le monde se représente. Il se représente dans la peinture, par exemple. Mais qu'après la photographie, le monde ne se contente plus de se représenter, il s'enregistre. Quoi qu'il en soit, et bien avant Daguerre, on voit que ces enjeux liés à la maîtrise de la lumière, et ça c'est assez intéressant je trouve, ont toujours eu à voir, certes avec la science, mais ont toujours eu à voir aussi avec la représentation du monde et son interprétation, qu'elle soit sensible ou artistique. Et j'aime bien rappeler, parce que les Français sont très fiers d'avoir inventé la photo. Il se passe à peu près la même chose en Angleterre au même moment. Bon. Mais rappelez qu'au 5e siècle, un Chinois, Mozi,
met au point le principe du sténopé, c'est-à-dire la convergence et la projection de rayons lumineux dans un espace obscur, ce qu'on appelle, je parle sous contrôle des scientifiques dans la salle, ce qu'on appelle la réfraction. Et on sait que les peintres de la Renaissance utiliseront la caméra obscura pour notamment dessiner. Alors, les techniques photo n'auront effectivement de cesse de maîtriser et de domestiquer la lumière avec les progrès techniques, des émulsions de plus en plus sensibles et réactives, des films plus sensibles, des éclairages artificiels, des cellules pour mesurer la lumière, autant de progrès techniques qui visent à maîtriser cette lumière et libérer de fait l'artiste, le photographe, pour que cette contrainte initiale, technique, devienne surtout une plus-value esthétique. Parce qu'au fond, les spécialistes de la photographie vous diront que la lumière, c'est le mouvement, que le mouvement dépend de la qualité de la lumière et que la photo n'est autre qu'une lumière et un cadre, c'est-à-dire un éclairage et un point de vue qui se rencontrent. Donc, on le voit, la photographie est à la fois une science et un art. Elle a été qualifiée lors de sa création de dessin automatique, ce qui était très péjoratif, d'outils mécaniques de capture du réel, ce qui était non moins péjoratif, c'est-à-dire que dans la mesure où on était dans un procédé mécanique, eh bien, ça interdisait, et reproductible, ça interdisait tout statut artistique. Donc, la photo sera considérée très longtemps comme l'humble servante des arts et des sciences, c'est Baudelaire, qui sera un vrai stigmate et qui l'empêchera durablement d'accéder au rang d'art à part entière. Alors, on va quand même regarder une photo. J'appuie là ? Oui, je pense. Voilà. Alors, vous avez le premier procédé, le daguerreotype. C'est une surface sensible exposée à la lumière. Et j'ai choisi un portrait pour commencer parce que dans les évidences qu'il faut rappeler, à part l'aristocratie qui pouvait se voir représentée en peinture, le sociologue Sylvain Maresca souligne parfaitement bien que jusqu'au moins aux années 20, et notamment dans les milieux ruraux, on ne se représentait pas soi-même, c'est-à-dire que le miroir était un objet de luxe et de nombreuses personnes ont découvert leur image lorsque les forains photographes allaient dans les villages photographier les individus. Et le sociologue Sylvain Maresca explique par le détail à quel point ça a été un choc violent pour les personnes de se rencontrer, de se voir. Il y a des anecdotes magnifiques, notamment de personnes qui vont chercher leurs photos pour la première fois et qui repartent avec la pochette d'un autre, mais qui ne savent pas. Voilà. Donc, c'est notamment à travers le portrait qu'on parlera de ressemblance garantie. Les photographes, qui sont aussi des boutiquiers à cette époque, ont sur leur devanture ressemblance garantie. Donc, c'est un réel. La photo est à ce moment-là présentée comme un réel qui ne triche pas. C'est la vérité, c'est l'objectivité. On sait depuis que pas du tout. Mais on est au milieu du 19e siècle et cette révolution-là de pensée, d'idéologie, c'est bien qu'on a vraiment affaire à une pure objectivité. Et ça, c'est vraiment très intéressant. On sait que l'image photographique ne correspond par ailleurs pas à la vision produite par le regard. C'est autre chose qui ne peut se confondre avec notre champ de vision. Et qu'on invente la photo en relief comme l'apparition de la couleur, on a l'impression de se rapprocher du réel, mais que ce soit la photo en relief, que ce soit la photo en couleur, ça ne fera rien à l'affaire, on n'est toujours pas dans la vision humaine. Donc, tandis que les lois de l'optique seront rangées dans les sciences dures, l'image photographique gravira progressivement les échelons des arts plastiques
en s'émancipant d'abord et progressivement de la peinture, en créant au fur et à mesure ses propres références esthétiques. Ça prendra du temps. Et parallèlement aux sciences et en cheminant à leur côté, de façon plus ou moins étroite, on verra apparaître l'imagerie médicale jusqu'aujourd'hui, l'accélérateur de particules, le synchrotron, etc. Donc la photo, elle commencera par nous révéler des visions du monde et de nous-mêmes qui jusqu'à là se dérobaient à nous. On l'a vu à commencer par la représentation de soi. Puis assez vite, en fait, elle révélera ce que l'œil ne peut pas percevoir. Donc la décomposition d'un mouvement, je pense aux photos de Muybridge, la microphotographie, la macrophotographie, dilatant progressivement d'autant notre champ de perception. Aujourd'hui, grâce au progrès scientifique, la photo nous offre une vision du monde toujours plus extensive, toujours plus dilatée dans le temps et l'espace. Et pour le coup, si les premières photos nous permettaient d'aller voir des monuments à l'autre bout du monde où on ne pouvait pas se transporter, aujourd'hui, elle nous permet de voir ce que nos yeux ne pourront jamais voir. Les abysses de la mer, mais des parties du corps humain, des cellules qui ne sont absolument pas accessibles. Je vous rappelle Philae et Rosetta dernièrement. On a aujourd'hui accès à un monde invisible qu'on ne soupçonnait pas, qui n'existait pas parce qu'on ne le soupçonnait pas, on ne le voyait pas jusqu'à là. Et contrairement aux sciences du 19e et aux sciences du début du 20e, je pense qu'aujourd'hui, on sait que cette histoire-là est non seulement sans fin, mais vertigineuse. C'est-à-dire que ce qu'on découvre aujourd'hui est encore une toute petite partie de ce que nos enfants ou nos petits-enfants verront demain ou après-demain. Comme les sciences, l'art nous permet de voir autrement l'univers en faisant vaciller nos perceptions. C'est le débat qu'on a eu juste avant, en décadrant notre regard, en déstabilisant nos repères, nos sensations, notre système de référence, bref, en ébranlant nos convictions. Alors, je vais passer quelques photos. Donc, première photo, je vais très vite. Le daguerreotype, qui est le premier procédé, est un exemplaire unique, comme une peinture. On ne peut pas le reproduire. Donc, on va passer ensuite rapidement au collodion, qui est une plaque qu'on doit enduire juste au moment de faire la photo, donc qui est encore extrêmement contraignante. Mais là, on a un négatif et un positif, donc on passe au multiple. Ce qui est très, très important, évidemment, dans l'histoire de la photo pour sa diffusion et l'accès à l'image. L'inventaire du monde au service des sciences, ça, je vous en ai parlé. Donc là, on est dans l'inventaire archéologique. Là, on est évidemment dans la science où on peut radiographier et voir le squelette. Donc, les ouvrages qui paraissent et qui sont, là on est en 1896, qui passionnent et qui fascinent. Calotype, alors là, celle-là, je l'ai montrée pour la lumière, parce que l'effet d'inversion du positif et du négatif a quelque chose pour moi d'assez métaphysique. C'est très, très dual, le noir et le blanc, le bien et le mal. Enfin, il y a quelque chose de très, très métaphysique dans cette inversion des valeurs. Et sur l'image du haut, ce que je trouve très, très intéressant, c'est que pour que le ciel soit très clair et très bleu, l'artiste, qui est un grand photographe, Charles Nègre, a gouaché, a passé à la gouache noire le ciel pour qu'il puisse, lors du développement, paraître plus bleu et plus transparent, alors que la couleur n'existe pas. Donc ça, je trouvais ça intéressant sur les effets de lumière et de contraste. Idem. Là, on est typiquement sur un calotype de Félix Thiollier, donc c'est vraiment le début des codes peinture et photographiques. Ce calotype, né au 19e, qu'a un outil qui permet de reproduire l'image. Aujourd'hui, ce calotype pourrait presque être considéré comme une œuvre d'art contemporaine, comme un paysage conceptuel d'artistes contemporains. Et d'ailleurs, les artistes contemporains s'en emparent pour interroger la notion de vision, de construction du paysage. Voilà, bon, c'était une photo pour
montrer à quel point il a fallu du temps pour que la photographie s'émancipe des codes de la peinture et aussi quand même un beau travail sur la lumière et le contraste entre la terre et le ciel. Alors quand je parle de la photographie qui révèle ce qu'on ne peut pas montrer ou ce qui est invisible, ça c'est encore une autre dimension, la photo spirit. Donc ces photos étaient censées être une preuve de la pensée spirit. Et il y a eu comme ça, fin du 19e, tout un courant très important de photographie spirit, faisant exister ce qui n'existait pas. La Lune, les astres, les planètes, qui sont une obsession de l'homme et qui vont être une obsession de la photographie. La première photo de Daguerre, qui n'est pas encore une photo, c'est la représentation de la Lune. Il sensibilise une plaque de cuivre et il l'expose durant une nuit de pleine lune. Et ce sera la première représentation de la Lune. Voilà, donc la Lune est tout de suite, dès le début de la photo, une vraie interrogation, une vraie fascination. Et elle est très présente dans les questionnements et les inventaires du 19e. Alors un grand saut dans le temps, puisque c'est un montage photo de la NASA qui représente les planètes. Un saut en arrière avec, pour le coup, la photo scientifique. Et pour montrer à quel point cette liaison entre photo et science va être quelque chose de très très important tout au long du 19e, au début du 20e. Cette photo pour montrer à quel point l'inventaire, pur et dur, si je puis dire, la série, la collection, telle qu'elle a été en tout cas pensée et conçue au 19e, est revisitée aujourd'hui comme œuvre d'art, comme tableau, comme pas seulement une démarche scientifique, mais une élaboration beaucoup plus élaborée et artistique. Alors Isaac Kitrosser, c'est encore un peu plus tard, c'est les années 60. Là, on est dans l'utilisation des rayons X et de l'infrarouge. Toujours ce travail qui se poursuit sur redécouvrir, lui, quand il parle de ses photos, il dit qu'il s'agit d'immobiliser la vie. Mais là encore, sur le travail sur les couleurs, qui sont des émulsions, qui sont des substances chimiques, aboutit au final, dans ces expériences scientifiques, à des élaborations à nouveau très artistiques. Alors, dans les contrastes dont je parlais, et de la fascination pour visiter les techniques primitives, là, on est sur des cyanotypes. Donc, c'est une artiste contemporaine qui utilise un procédé très ancien, puisque c'est un procédé qui date d'avant la photographie, 1842, qui a été mis au point par un astronome anglais, William Herschel. Procédé monochrome où on enduit une bâche ou un support avec du citrate d'ammonium qui donne un ton vert brun et du potassium qui donne un ton rouge, et donc qui produit ce bleu de cyan, ce bleu de Prusse. Et c'est uniquement en posant un objet, ici des tissus des œuvres de Christian Lacroix, et en les exposant à la lumière, qu'on obtient ce relevé de détail qui permet néanmoins de regarder autrement ce travail de création de Lacroix. Donc là, on est bien dans l'idée de surprendre, de regarder autrement, grâce à une élaboration artistique et à une construction aussi théorique.
tout en s'appuyant, en revisitant une technique primitive. Donc c'est de ce point de vue-là, du point de vue et des sciences et de la démarche artistique, une synthèse assez intéressante. Alors j'en arrive à Yves Trémorin. Par rapport à ce qui s'est dit ce matin, la difficulté du dialogue entre science et art, parce que d'un côté on a la rigueur, l'objectivité et on se défie de l'émotion. Alors c'est assez intéressant parce que là, Yves Trémorin, comme Patrick Bailly-Maître-Grand, qu'on verra également, je serais tentée de dire que ce sont des scientifiques défroqués. C'est-à-dire que Yves Trémorin est mathématicien et Patrick Bailly-Maître-Grand était physicien. Et ils sont venus à la photo et à l'art, sans doute, avec une construction intellectuelle et des connaissances scientifiques différentes qui influencent sans doute leur travail artistique. Alors, Trémorin réalise ces photos qu'il appelle des électrogrammes avec un microscope électronique. Alors, je suis obligée de lire parce que sinon je ne maîtrise pas ce que je dis. Donc, ces images sont obtenues au moyen d'électrons bombardés dans une chambre à vide, sans air donc, et sans la lumière que nous percevons, avec un saupoudrage à l'or comme matériau conducteur. Et ce microscope électronique permet de transférer les électrons secondaires par des capteurs sur l'ordinateur où elles sont enregistrées. Là, je suis obligée de lire, sinon j'ai un peu de mal à maîtriser la technique. Moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est ce que ça représente. Ça veut dire que la photographie, le photographe, en l'occurrence Yves Trémorin, ne sait pas exactement ce qu'il photographie quand il réalise cette image. Sa manipulation se fait sur l'écran à l'aide d'un joystick ou d'une sorte de télécommande. Et donc, ses partis pris en tant qu'opérateur, en l'occurrence, limitent la force créatrice de l'artiste, puisqu'il découvre ensuite ces images. Et le travail donc de l'artiste est dans la démarche, c'est-à-dire de travailler en exposant des morceaux, des bribes d'insectes sous un microscope électronique. C'est là le processus qui donne sens, avec ce côté aléatoire de l'image qui va en sortir et qu'il va ensuite retravailler. Et donc là, on est sur des insectes agrandis je ne sais combien de milliers de fois, mais si on regarde bien l'image, on ne sait pas vraiment où on est, et peuvent surgir des fantasmes, des références à l'art, à la peinture, à la gravure, voilà. Donc on a aussi, ce que veut dire aussi cette démarche et cette photo, c'est que c'est pas vrai qu'on a une émotion forcément spontanée devant une œuvre. Bien sûr qu'on peut avoir une émotion devant une œuvre, mais notre mémoire est aussi habitée par des décennies et des siècles de représentation, de peinture et de formes artistiques. Voilà. Autre photo. Donc là, c'est le détail d'une mouche. Alors, ce que pose la question du travail de Trémorin, c'est aussi qu'est-ce qui nous est donné à voir ici et qu'est-ce que nous voyons vraiment. Une pure matière visuelle et plastique, sans référent, un monde un peu inédit, un peu fascinant, trouble. Et en fait, ce travail est à la fois une pure construction technologique et elle est pour autant bien ancrée dans le réel. Donc l'opération consiste ici à ramener dans le champ artistique des images destinées avant tout à des usages scientifiques et sous l'apparente convention photographique. Donc voilà, j'ai voulu vous montrer ces images parce que j'ai trouvé que c'était intéressant, cet aller-retour
entre photo, art, aussi bien sur une démarche conceptuelle que sur une maîtrise technique. Alors en conclusion, on peut se demander où s'arrête la science, où commence l'art. Est-ce qu'on peut parler d'itinérance de point de vue ? Moi, je pense qu'on pourrait parler à propos d'un certain nombre d'artistes, comme d'un certain nombre d'images scientifiques, d'une esthétique de liaison qui procède avant tout de recherche et de nouvelles connaissances, mais aussi, la couche supplémentaire, de nouvelles interprétations, autant de ressources cognitives que partagent art et science. Parce que dans tous les cas, que ce soit dans le monde de l'esthétique ou dans le monde scientifique, on est dans tous les cas dans un processus de questionnement, de révélation et d'interprétation. Et c'est sans doute là où on peut trouver un rapprochement, un langage commun entre science et art contemporain. Ce n'est pas une révolution. Les artistes travaillent depuis très longtemps avec les scientifiques. Les frontières sont de plus en plus poreuses. On a vu ce matin que ça n'allait pas de soi pour autant, et c'est vrai. J'ai pu en témoigner pour organiser des résidences d'artistes dans des milieux scientifiques. Les paradoxes ne manquent pas entre ces domaines, entre ces ressources professionnelles, ces références professionnelles. Mais on observe quand même que plus les moyens de captation sont sophistiqués, comme on le voit ici avec le microscope électronique de Trémorin, plus l'artiste va investiguer et faire des allers-retours, une mise en tension sans doute entre des technologies primitives et des technologies sophistiquées, récentes. Ce que la science fait, et vous l'avez fait ce matin sur l'histoire de la science, cette mise en tension sur les hypothèses, sur les récits presque mythiques. Voilà. D'où, pour conclure, dans un univers technologique aussi maîtrisé, la résurgence et l'importance aujourd'hui de l'accident, comme au début de la photo, de la photo ratée, surexposée, etc. Les artistes rechercheront aujourd'hui à nouveau l'approximation, l'aléatoire, comme avec ce microscope. Sachant que la lumière, qu'on ne peut jamais maîtriser, je pense au sténopé par exemple, aux pratiques vraiment rudimentaires du sténopé, sont aussi une mise en tension entre lumière maîtrisée, lumière non maîtrisée, aléatoire, se frotter à ces questions de maîtrise technique, d'émancipation de la technique, pour des points de vue plutôt affirmés, plutôt à vif, sans ornement, mais qui reviennent plutôt à la construction conceptuelle, au processus, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, donc juste 4 pistes pour vraiment conclure sur ce dialogue entre science et art. On a vu qu'à sa naissance, la photo était considérée comme le premier outil d'objectivité. Et là, on a sur ce concept d'objectivité, de miroir, d'exactitude, quelque chose qui parle aux sciences. Mais on sait aussi que les sciences aujourd'hui, comme les arts, comme l'art contemporain, sont entrés dans un champ de réflexivité. On ne peut plus aujourd'hui faire de la recherche sans se poser des questions sur sa pratique, sur sa déontologie. Donc la réflexivité et un questionnement vraiment sur nos pratiques, avec une complexité du monde, un monde qui est de moins en moins rangé, qu'on ne peut plus mettre en inventaire, et dont on a la conviction aujourd'hui qu'il est sans limite et dont la perception sera sans limite. Donc ça, on l'a, je pense, c'est quand même quelque chose qui est vraiment partagé par le domaine des sciences comme par le domaine artistique.
Dernière chose, la question du visible et de l'invisible. Je pense que la photo, comme le domaine artistique, comme la science, est encore dans cette tension, dans cette recherche, dans cette construction du visible et de l'invisible, de l'imagination et de la représentation. Et enfin, dernière passerelle, qui est sans doute peut-être la plus importante, c'est le côté didactique, le côté pédagogique. J'ai cru comprendre que les sciences aujourd'hui avaient une grande demande d'ouverture au public, et les publics ont une grande demande par rapport aux sciences. On voit l'engouement pour les musées de sciences, pour les centres de sciences aujourd'hui. Et les scientifiques que je rencontre sont très en demande de partager, de vulgariser au sens noble du terme leurs recherches. C'est quelque chose qui est quand même très, très prononcé. Et je pense que pour que cette science et les résultats de cette science puissent vraiment pénétrer plus largement les publics, le questionnement est indispensable, l'émotion est indispensable, le sensible est indispensable, parce qu'on sait que l'éveil intellectuel, le processus intellectuel, fonctionne aussi par la sublimation, par l'émotion, et c'est là sans doute où il y a la rencontre la plus féconde qu'on peut attendre aujourd'hui entre science et photo et science et art. Merci. Voilà, c'est une excellente transition vers la table ronde qui s'approche à grands pas, si l'on peut ainsi s'exprimer pour parler d'une table ronde, encore que les tables aient des pieds. Et cette question, évidemment, va être l'objet de plusieurs rebonds parmi les intervenants de la table ronde qui s'annonce. Et dont la question... au moins de départ théorique, et en quoi un groupe de recherche art-science peut-il faire œuvre? Alors donc, sont invités bien tous les intervenants. Voilà, Pierre Bonton, Alain Blanc, Dominique Vinet, Jean Sadangar, Michel Allais-Gaillan et Christian Nicolas. Préférez qu'on annule la table ronde plutôt que la pause. Dites-le vite. Non, nous ferons la pause. Alors, beaucoup de choses ont été dites. Il y a à cette table, par exemple, 2 intervenants de ce matin. Ce sera l'occasion peut-être de leur demander de compléter. Enfin, je suppose qu'un échange avec le public est souhaitable. Nous n'allons pas monopoliser cette parole entre nous. Donc ce sera peut-être l'occasion de demander à Pierre Bonton ou à Jean Sadangar des précisions qu'ils n'ont pas eu le temps de donner par ma faute, puisque j'ai dû écourter des propos fort intéressants. Et voilà donc la session de rattrapage. L'idée donc étant de réfléchir ensemble à pourquoi et en quoi un groupe de recherche art-science peut-il faire œuvre. Alors, si on peut ainsi lancer le débat,
pour rebondir exactement sur ce qui vient d'être dit par Julie Corteville, c'est qu'est-ce que ça veut dire art, qu'est-ce que ça veut dire science, puisque la photographie, nous montrait-elle, était précisément quelque chose qui était de l'ordre de la technique au service et des sciences et des arts. Si on fait de la lexicographie, ce qui est un défaut comme un autre, alors forcément on ne peut manquer de remarquer que le terme art lui-même a beaucoup évolué dans l'histoire de la langue française, et que si on parle là encore du latin ars, ça n'est jamais que la même chose, par calque sémantique comme on dit, que le grec techné, c'est-à-dire la technique, c'est-à-dire que c'est art, comme le disait encore la langue classique, voire les fondateurs de l'école des arts et métiers, une manière de dire un métier technique, un métier qui s'apprend et que l'on transmet. C'était ça, un art ou une ars. C'est le nom qu'on donne à des traités théoriques, mais des traités théoriques orientés vers l'artisanat plutôt que vers l'art au sens moderne. Donc dire que la photographie est un art, c'est évidemment jouer avec le temps ou la diachronie. Bien sûr que c'est un art, c'est une technique, c'est devenu le énième art, je ne sais plus quel est son numéro, disons peut-être 6e, 5e, 6e, mettons, je ne sais pas. Et ça n'est que depuis peu de temps qu'on peut se contenter de dire art sans dire beaux-arts ou arts libéraux pour préciser de quelle technique on parle en réalité. Alors du coup, c'est bien une question moderne aujourd'hui. En quoi art, le nôtre, celui du XXIe siècle, c'est-à-dire celui des artistes, et les sciences s'accouplent-ils pour faire œuvre? Je ne sais pas quel est le protocole ou le plan de table. Je serais assez tenté de demander à Michel, d'abord, parce que c'est lui qui a parmi nous la plus longue expérience de ce pôle art, sciences, société. Je serais assez tenté de demander donc à Michel ce que l'on peut comprendre sous cette question: pourquoi et en quoi un groupe de recherche art-sciences peut-il faire œuvre? Sans te prendre en traître, et bien sûr tu peux me renvoyer la balle dès que nécessaire. C'est gentil de m'avoir prévenu que je serais attaqué de front, ça. Il y a en fait une arborescence de raisons et de fils qui font que ces deux pratiques qui ont été, comme en étymologie tu viens de le dire, séparées à un moment donné. Elles ont été séparées à la fin du XVIIIe siècle, en Occident en tout cas en foudroyé de séparation au cœur du XIXe siècle, en mettant d'un côté ce qui est beaux-arts, de plus en plus lié à une société des loisirs, et de l'autre côté la science de plus en plus liée à une accumulation des connaissances qui produit de la richesse matérielle également, puisque ça passe par la technologie aussi et par l'industrialisation également. C'est donc cette séparation entre l'art et la science est une chose excessivement contemporaine. Or, on constate qu'aujourd'hui, elle n'a qu'un siècle ou deux au maximum. Or, on constate aujourd'hui qu'après fort peu de temps de mise en place de cette dichotomie, on l'interroge, cette dichotomie, parce qu'elle ne semble plus correspondre à ce qui vibre en nous de tension. Et je crois que la cause en est multiple. On sait tous que la cause en est multiple, mais il y a une cause qui est foudroyante, c'est que la science elle-même produit des concepts. Alors je parle, on peut s'adresser aussi beaucoup à l'épistémologue qui est à côté de moi, mais lorsque la mécanique quantique met en place cerne ces concepts, on se rend compte que la réalité apparente est foudroyée d'un sens et d'une structuration qui est bien au-delà des apparences. On voit comment la place, en mécanique quantique, la place de l'expérimentateur au cœur de l'expérience devient un élément déterminant pour le résultat de l'expérience.
ce qui n'est pas vrai dans les sciences du siècle précédent. On voit que la physique et les mathématiques du chaos ou du complexe multiplient les possibles, et que toutes ces choses-là, tout ce tamis conceptuel ressemble étrangement à ce qu'est au plus profond de nous-mêmes l'humanité. C'est-à-dire un champ de possibles, une révélation en perpétuelle évolution de potentiel de créativité qui, si on ne les met pas en branle, nous font mourir tout simplement. On se rend compte, on le sait très très bien, dans la vie, en amour, en tout, que s'il n'y a pas créativité, il y a mort. Et donc ce champ de créativité qui est la marque de notre humanité, en tout cas de notre humanité rayonnante, puisque l'humanité a aussi des côtés sordides, noirs, tout à fait clairs, des côtés noirs absolument clairs, voilà. Et comme c'est clair, je voudrais faire référence également à ce que disait Raphaël, du même nom, mais de l'autre orthographe, lorsqu'il parlait, mais là j'ai besoin de pomper les trucs que tu as dit, la façon avec laquelle les scientifiques se mettent à distance, hein, tu pourrais redire ça, toi qui es un super... tu as toujours été premier en classe, donc tu as une mémoire, tout ça, tu vas redire tout ça, c'est formidable. Après je voudrais rajouter quelque chose là-dessus. Oui, mais de toute façon, c'est un rebond nécessaire parce que, justement, Raphaël semblait mettre une dichotomie d'approche ou de manière de penser le monde, d'une certaine façon, entre, disons, le monde artistique, où l'émotion est reine, peut-être, et le monde scientifique, où l'émotion est bannie ou quasi bannie, ou alors à prendre avec des pincettes. Voilà. Je trahis un peu ta pensée. Voilà, c'est ça. Ouais. Tout à fait. Et au moment où il y a cette réticence, donc cette séparation entre les... On se rend compte, j'espère qu'on partage ce constat, mais j'ai vu des têtes opinées un peu partout, je pense que c'est vrai. Au moment où les scientifiques font ça, on se rend compte que les concepts qu'ils mettent, qu'ils dessinent, correspondent aujourd'hui à la vibration de l'humanité qui rayonne en nous. On parlait de la fluidité de l'être, voilà. Toutes ces choses-là, c'est les scientifiques en mécanique quantique, en mécanique du chaos, dans les sciences contemporaines, qui révèlent ça, et nous, on se rend bien compte, lorsqu'on est extérieur à vos pratiques, que ça correspond profondément à ce qui vibre en nous. Donc il y aurait en fait, chez ces êtres qui mettent de la distance, qui restent modestes, qui tiennent des choses qui sont vérifiables, quantifiables, il y a en fait la mise en lumière par ces procédés-là de quelque chose qui fait l'humanité profonde,
qui est la quête de, de nos vies et la quête de nos créativités. Ça, c'est une première chose qui fait que le dialogue entre l'art et la science sont aujourd'hui d'une force et d'une prégnance absolument saisissante et bouleversante. Et je voudrais rajouter à ceci, lorsque tu parlais de cette façon, je pensais à un petit texte que j'avais commis, qui disait ceci: la société scientifique, ce qui fait que le monde de l'art a un besoin fou du monde de la science, et réciproquement. La société scientifique a ceci sur la société culturelle, qu'elle démasque en permanence, voilà, je pense que tu as retrouvé, qu'elle démasque, la société scientifique a ceci sur la société culturelle, qu'elle démasque en permanence les mécanismes de surdétermination idéologique qui pourrait orienter le débat scientifique. D'accord ? Alors que la société culturelle, en permanence, valorise les mécanismes de survalorisation esthétique. Or, on se rend compte que dans ce mécanisme qui est le vôtre, il y a une charge très intense de foisonnement et d'arborescence créative pour la vie, et que dans les mécanismes de surdétermination du monde culturel, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il semblerait aujourd'hui que le monde de la culture a, comme qu'il dirait, besoin d'une fenêtre d'ouverture sur ses propres critères de surdétermination, ce qui fait que le dialogue entre l'art et la science, on trouve aujourd'hui une validité et une utilité absolument première. Voilà, c'est une façon avec laquelle je réponds à cette première question de Christian, qu'on se posait tous, je crois. Alors, par ailleurs, la remarque de Raphaël sur laquelle nous parlons fait réagir mes deux voisins, commençant par Pierre Bonton. Moi, je suis un scientifique, hein, et je ne suis pas modeste. Moi, je crois que, d'abord, c'est bizarre, on dit art-science, mais c'est rare quand on dit science-art, hein. Science et art. Hein. C'est pourquoi. Bon, ça marche, hein. Et donc, ou alors théâtre et science et théâtre. Moi, je crois que la science cherche à comprendre le réel, à le modéliser, à l'expliquer avec des émotions. Parce que moi, j'ai vécu dans ma carrière scientifique plein d'émotions techniques, technologiques, tout ce que vous voudrez. Et ça, je l'ai vécu, et j'en suis fier. La science cherche à comprendre, et c'est tant mieux. L'art cherche à la créativité, à ne pas comprendre, la subjectivité, l'imaginaire, et c'est tant mieux. Et si on peut réunir les deux ensemble, et c'est ce que j'ai essayé, moi, de faire aussi à plusieurs moments, que ce soit à travers théâtre et sciences, mais aussi avec d'autres artistes, puisque j'avais organisé plusieurs fois des conférences à art et sciences aussi. C'est un enrichissement mutuel entre l'artiste, qu'on appelle artiste, et le scientifique qu'on appelle scientifique, et le scientifique qui peut être artiste et que l'artiste peut être aussi scientifique. Moi, j'ai été intéressé par la danse, là, par l'éclairage de la danse, là. Elle se met à danser, et puis elle s'aperçoit qu'il y a un trou noir lorsqu'elle veut retomber sur scène. Ah ben je dis tant mieux, c'est formidable, ça lui a peut-être fait découvrir d'autres pas de danse, peut-être qu'elle aurait pu se tordre la cheville, je sais pas moi. Mais tout d'un coup, elle peut peut-être, alors je ne sais pas si c'était le cas, si ça a été son cas à elle, mais de découvrir que la lumière était pas très bien éclairée pour faire sa danse parce que elle avait un espace noir entre le sol et puis ce qu'elle croyait être le sol, et là c'est aussi quelque chose qui artistiquement, doit peut-être la faire voir autre chose. D'ailleurs, je voulais lui poser une question. Est-ce qu'il y a des aveugles qui dansent ? Il y a des aveugles qui font du théâtre. Il y a même des aveugles qui vont voir du théâtre qui sont faits par des aveugles. Est-ce qu'on peut danser, faire de la danse avec des aveugles ? Je ne sais pas. C'est simplement pour rapprocher un petit peu la lumière avec l'obscurité. Hein. Moi j'ai essayé de faire, mais ça c'est un peu provocateur ici évidemment, mais la lumière c'est terrible aussi, hein. Ça donne le mélanome, la lumière, hein. Ça fait aussi des choses comme ça, hein.
C'est pas seulement, ça donne pas seulement la vie et nous, ça donne aussi des choses qui sont terribles. C'est-à-dire, encore une fois, ça a deux faces, hein, la lumière. Donc, on peut pas non plus simplement dire que la lumière, c'est bien. Non, la lumière, on a lu un extrait d'un livre là qui était très joli, mais on peut aussi citer des poèmes que disait Serge, juste avant la chanson du Déserteur, là, vous savez, il y a un jeune homme le soleil se lève, un jeune homme qui est sur un champ de blé, le vent caresse le champ de blé, ça paraît très joli, et quand on s'approche, il a un trou noir, un trou rouge au milieu du front. C'est aussi, pardon? Voilà, c'est ça, ouais, merci. Bon, je résume là. Donc, il y a aussi tout ça, quoi, sur la lumière, qui peut faire voir plein de choses, quoi. Alors, Alain. Alors, deux mots sur cette dualité. Moi aussi, je suis chercheur en dite sciences exactes. Je suis biologiste, alors évidemment, un physicien comme Raphaël va me dire, toi, c'est moins exact, mais un mathématicien va te dire, ah, toi, oui, mais toi, physicien, t'es moins exact. Bon, on est quand même, disons, dans les sciences exactes. Alors, c'est vrai que on subit quand même une sorte de formatage. J'ai presque envie de dire dressage. Le mot peut vous paraître fort, mais moi, pendant ma carrière, j'ai été dressé à être concis, précis, en effet relativement humble, comme tu dis, parce que, à la limite, ce que j'ai trouvé, c'est compréhensible par tout le monde, puisque c'est censé être des faits. Donc, c'est pas un individualisme qui se met en place, comme un artiste peut mettre en avant un individualisme. Donc tout ça, je l'ai vraiment ressenti aussi, mais c'est notre étiquette de chercheur. En tant qu'individu, on peut aussi avoir envie d'exprimer d'autres choses, et c'est pour ça qu'on voit de temps en temps des scientifiques virer à une autre activité à côté, à l'art, et pourquoi pas le faire un peu dans leur secteur. On nous a montré des clichés de microscopie électronique tout à l'heure. C'en est un exemple. Hein. Moi, j'ai pratiqué la microscopie électronique pour mon travail de recherche et je l'ai faite aussi pour le plaisir de faire des photos. De ce point de vue, d'ailleurs, je dirais à notre collègue intervenante qu'il n'y a pas de phénomène aléatoire dans les clichés de microscopie électronique. On a sur l'écran la photo qu'on va prendre. Donc, en regardant les photos de cet auteur, là, de cet artiste, je vous garantis que le cadrage a été soigneusement réalisé et que ce n'est pas du tout un phénomène aléatoire. Comme le discours sur les électrons secondaires qui ressortent, on a l'impression qu'il y a de la magie là derrière. Il n'y a aucune magie. Le faisceau d'électrons se comporte comme un faisceau lumineux. Ça donne une image et l'auteur cadre précisément, éclaire précisément, zoome précisément et choisit la photo qui lui paraît la plus jolie, comme tout photographe ferait, quoi. Donc sur cette dualité, moi je la ressens aussi très fort. Et c'est pour ça que, en réfléchissant à notre journée, là, je cherchais ces relations art-sciences. J'avais pensé à la photo comme ça, et le théâtre tout de suite m'a interpellé. Donc Pierre est là et c'est bien parce que... Alors le théâtre scientifique, c'est un objet que j'apprécie beaucoup et qui me fait un peu peur. Pourquoi ça me fait peur? Parce que le formatage que j'ai reçu comme chercheur et comme enseignant aussi, hein, donc toujours essayer de dire les choses les plus justes possibles, ne pas se tromper, etc., font que des fois, face à un théâtre de sciences, surtout si c'est un domaine que je connais, j'ai peur de voir arriver des inexactitudes, des erreurs qui vont m'affecter. Alors que je pourrais me dire, mais tu t'en fous, c'est du théâtre, donc chacun peut bien dire ce qu'il veut, ça n'a pas d'importance. Mais quelque part, ça me gêne de repartir en disant, il y a des gens dans la salle, ils vont croire qu'on a dit ça sur ça, et moi je sais que c'est pas vrai, quoi. Alors là, je ressens bien cette opposition art-science. Autant dans l'art, la liberté est totale et c'est génial, autant quand on les met l'un à côté de l'autre. Et Pierre, j'aimerais bien ton avis là-dessus. On avait commencé à en parler à midi, mais on n'a pas pu finir. Toi qui as pratiqué les deux, est-ce que tu as ce souci d'exactitude aussi? Non. Non, parce que la science, tout ce que j'ai pu faire avec les étudiants, monter une pièce de théâtre qu'on en a écrit nous-mêmes, c'est pas seulement de la science, quoi. C'est une transposition de la science dans la vie de tous les jours.
Et ça c'est intéressant. C'est-à-dire quand on a parlé du chaos, de la théorie du chaos, on a fait ou sur la logique floue, qui est quand même une théorie mathématique intéressante. Hein. Associer logique et flou, il faut quand même le faire. Hein. On en parlait que la science est quelque chose de rigoureux. Ben, c'est fou quand même. Hein, il faut pas déconner. Donc quand on a fait ou d'autres thèmes, c'est cette transposition. Par contre, on utilise la science en tant que exact ou doute, hein, parce qu'on parlait du doute de ce matin, un scientifique, ça doute sans arrêt. Hein. La science, en l'état actuel des connaissances, on dit bien en l'état actuel des connaissances, parce que les connaissances scientifiques évoluent sans arrêt, c'est pas un truc exact, on est bien d'accord. Et ben, on partait de la théorie du chaos, de la logique floue, où on expliquait un petit peu ce thème-là aux étudiants, et après, ils avaient ce qu'ils voulaient. C'est là où l'aspect artistique est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a une transposition, et cette transposition leur permet plus ou moins d'expliquer le thème scientifique. Donc la réponse est non, quoi. Alors Jean voulait également intervenir sur ce même... Oui, à différents moments, parce que j'ai trouvé passionnant... Oula, il y a du Larsen, là, que j'ai entendu, et puis donc j'ai un peu regroupé cela. Alors, une chose qui va inverser un peu ce qui a été dit à propos des photos en microscopie, mais je reviens au milieu du deuxième moitié du XVIIe siècle, le très grand savant anglais Hooke a écrit un livre qui s'appelle La Micrographia. En fait, c'est qu'il utilisait les premiers microscopes qui étaient en fait des loupes améliorées et il dessinait les corps des insectes qu'il voyait. Or, on le sait de nos jours, enfin depuis déjà un siècle, il était impossible qu'il ait vu ce qu'il a dessiné. C'est assez extraordinaire de voir que quand même, avec la fascination de l'ouverture sur un monde dans le très petit, simplement, a déclenché une réaction de l'imagination et a produit des œuvres. C'est assez fascinant. Ces gros insectes, on voit dans le volume In Quarto. Bon. Une autre chose qui m'avait frappé aussi, c'est que ce soit Duhem, Pierre Duhem, le grand scientifique, grand historien des sciences et en même temps grand philosophe de la physique, hein, aussi bien qu'Einstein. Ils n'ont pas du tout la même position en philosophie des sciences. Ils sont même très opposés. Ils considèrent qu'une théorie scientifique, c'est une création qui est une véritable œuvre d'art. Elle est tout à fait comparable à une œuvre d'art. Ils ne disent pas ça du tout pour les mêmes raisons. Hein. Parce que pour Duhem, c'est une fiction qui un jour sera dépassée, bien sûr dans un cadre beaucoup plus élargi, qui va récupérer ce qui était quand même découvert antérieurement. Mais Einstein, lui, a une interprétation réaliste. Hein. Bon, c'est-à-dire que les mathématiques nous permettent de vraiment découvrir la réalité, pas uniquement les mathématiques, mais beaucoup les mathématiques, alors que Duhem, lui, considère que les sciences, c'est toujours une fiction de plus en plus puissante qui maîtrise les phénomènes, qui sauve les phénomènes, pour employer l'expression de Duhem, hein, qu'il reprend lui-même à Simplicius dans l'Antiquité. Donc, c'est quand même, à mon avis, très important, ce rapprochement avec la création d'une œuvre d'art. Il y a autant de rigueur, hein, avec des règles, etc., que l'on produit. Quand on a dû produire une algèbre où les Hamiltoniens ne commutent pas dans l'approche, disons, matricielle de la mécanique quantique, parce que ça a été cité tout à l'heure de Heisenberg, c'est quand même étonnant de voir que l'on a fabriqué quelque chose qui puisse s'adapter, en quelque sorte, aux découvertes ponctuelles que l'on a faites pour pouvoir les englober. Donc ça, c'est un point aussi que je crois très important. En ce qui concerne, là, on parlait de la mécanique quantique qui déborde ce qui apparaît. Ça me paraît, et vous parliez d'un tamis conceptuel, je trouve que c'est tout à fait juste. Et vous disiez, mais malgré tout, ça exprime notre humanité. Alors, ce que je crois aussi, c'est qu'avec les outils technologiques que peut produire de manière secondaire, parfois la science, il y a une rétroaction, si vous voulez, sur la pensée. Je vous donne les 4-5 points, je voulais... Bon, voilà. Tout va bien. Donc, oui, il y a une rétroaction. Je ne suis pas sûr qu'on écrit un livre de la même manière avec un ordinateur, tout pourrait être très simple, hein, qu'avec... D'ailleurs, nous voyons nous-mêmes, en tant qu'enseignants-chercheurs, que les travaux des étudiants qu'on doit corriger sont de plus en plus longs. On s'épanche beaucoup plus avec l'ordinateur qu'on ne s'épanchait avec la plume. Ce n'est pas une question de doigt, hein, ce n'est pas une question de fatigue. Bon, donc, il y a une rétroaction. Alors, bien sûr, il y a une façon d'exprimer l'humanité, donc d'une certaine façon, même dans les sciences, il y a un caractère autoréférentiel. On pourrait très bien dire, par exemple, que Descartes, la géométrie de Descartes est très grecque dans sa façon de faire. Ça n'est pas du tout le style de Fermat, si vous voulez. Il y a un style
ça c'est le professeur au Collège de France, Jules Villemin, et puis Gilles Gaston-Granger, qui travaillait avec lui, qui ont essayé de montrer cette notion de style en science. Il y aurait peut-être quelque chose. Mais Granger a considéré qu'il avait un peu échoué, parce que pour arriver à définir déjà au niveau littéraire ou artistique ce qu'est que le style et ce que c'est en science, ça n'est pas simple. Ça peut être une surdétermination du sens, mais enfin bon, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais c'est un point important. Il y a aussi un point commun, excusez-moi, je fouille les poubelles, c'est qu'il faut voir que chez les scientifiques, comme chez les artistes, les poubelles sont pleines. On croit qu'Einstein a sorti sa théorie comme ça. En fait, pas du tout. Il y a eu des tâtonnements qui ont duré des années. On a beaucoup de brouillons. On a tous les brouillons de Kepler, ce qui est assez extraordinaire. Hein. Et les poubelles sont pleines pour arriver à obtenir une œuvre dont ils sont contents, si vous voulez. Donc ça fait partie aussi de ce caractère autoréférentiel. Voilà, c'est à peu près ce que je voulais vous... Ah oui, une dernière chose. J'ai participé à des conférences avec Michel Cassé, j'aime beaucoup... un homme éminent sur les corpuscules subatomiques, etc. Et ça a donné lieu pour lui à une création poétique que je trouvais très agréable, merveilleuse. Mais j'entendais les gens dans la salle, là ça va recouper parce que vous disiez, moi j'ai eu un petit malaise, ils disaient que les neutrinos, bien c'est comme les anges, etc. Puis alors ils partaient là-dessus et c'était magnifique. On était tous séduits. Je dis, mais attendez, vous savez ce que vous mettez dans vos images poétiques. Mais les gens, pas du tout. Alors ils disent, ah, il y a des anges, alors... Bon, ils ne prenaient peut-être pas aussi naïvement, mais ils ne voyaient pas ce qu'il y avait derrière. Si vous voyez. Et là, je crois qu'il y a un peu une duperie aussi, par moment. Quand on veut prendre des images pour expliquer, etc., c'est bien de rentrer dans la théorie par des images, mais après, à condition de les biffer, de montrer, de les rectifier, peut-être de les mettre à la poubelle. Mais elles ont été indispensables au départ, peut-être. Mais il faut toujours s'en méfier aussi. Hein. Voilà, j'ai essayé de trouver un peu des passerelles... à ma manière, hein. Voilà sur les interventions que j'ai vues ce matin et en début d'après-midi, maintenant. Merci beaucoup, c'est très, très enrichissant. Dominique, toujours sur la même problématique qui est en train de naître de ce chaos. Toujours sur la même problématique élargie, en rebondissant un petit peu à ce que j'entends depuis le début de cette table ronde, mais avec l'éclairage de ce qui s'est dit ce matin. D'abord, je te rejoins bien sûr, Michel, beaucoup sur l'histoire que tu nous brosses un petit peu de cet écart progressif qui s'est creusé entre les arts et les sciences. J'apporterai peut-être un autre éclairage lié à une